Le domaine Kensington n'avait jamais connu un tel chaos. 18 des médecins les plus décorés du monde s'étaient entassés dans une nurserie qui coûtait plus cher que la plupart des maisons. Leurs blouses blanches étaient un flou de mouvements frénétiques sous les lustres en cristal. Les moniteurs cardiaques hurlaient. Les respirateurs sifflaient. Une équipe de Johns Hopkins donnait des ordres à des spécialistes venus de Genève, tandis qu'un lauréat du prix Nobel en immunologie pédiatrique essuyait la sueur de son front et murmurait ce que personne ne voulait entendre: « Nous le perdons ». Le bébé Julian Kensington, héritier d'un empire de 40 milliards de dollars, était en train de mourir malgré les 50 000 $ par heure investis en expertise médicale. Personne ne savait pourquoi son petit corps avait pris la couleur du crépuscule, lèvres bleues, doigts bleus, une éruption étrange se répandant sur sa poitrine comme un reproche. Tous les tests étaient revenus négatifs. Tous les traitements échouaient. À travers la fenêtre de l'entrée des domestiques, le visage pressé contre un verre jamais nettoyé pour quelqu'un comme lui, se tenait Léo, 14 ans, fils de la femme de ménage de nuit. Il portait un manteau 3 hivers trop léger et des chaussures tenues par la prière. Toute sa vie, il avait été invisible dans ce domaine. Le garçon qui observait tout, que personne ne remarquait jamais, fixait maintenant la plante en pot sur le rebord de la fenêtre de la nurserie. Cette plante était arrivée 3 jours plus tôt et avait laissé un résidu huileux et jaunâtre sur les gants du jardinier. Des gants qui avaient touché la barrière du lit du bébé lors du nettoyage d'hier. Tous les génies présents dans la pièce étaient passés devant cette plante 17 fois sans y prêter attention. Les mains de Léo tremblaient. Il savait ce que c'était. Sa grand-mère, qui avait soigné la moitié des habitants les plus pauvres de Kingston avec des herbes et la foi, lui avait appris à reconnaître cette feuille avant même qu'il sache lire: Digitalis, trompette du diable, tuange. Les médecins allaient bientôt ouvrir le bébé pour chercher des réponses. La réponse était là, dans un pot en céramique, enveloppé d'un ruban. Léo regarda la fenêtre, puis le garde de sécurité qui faisait sa ronde, puis le visage de sa mère à travers la porte de la cuisine, celle qu'il avait mis en garde 1000 fois: reste invisible. Reste en sécurité. Ne leur donne pas de raison de nous expulser. Il pensa à ce qui se passerait s'il se trompait. Puis à ce qui se passerait s'il avait raison et ne faisait rien. Léo resserra son manteau, prit une grande inspiration et courut. Qu'auriez-vous risqué pour sauver une vie que le monde vous dit de laisser mourir? Léo savait marcher sans faire de bruit depuis l'âge de 6 ans. Ce n'était pas une compétence qu'on lui avait enseignée. C'était la survie. Vivre dans le petit cottage du jardinier, si petit qu'il pourrait tenir dans le placard de la famille Kensington, lui avait appris que son existence était tolérée, pas bienvenue. Il avait appris à se déplacer comme la fumée, à respirer comme un secret, à devenir si petit, si silencieux, si oubliable que les riches habitants de ce domaine n'avaient jamais à être dérangés par sa présence. Sa mère, Grace, travaillait pour la famille Kensington depuis 11 ans. Elle avait commencé quand Léo avait 3 ans, nettoyant les sols à genoux tandis que les femmes enceintes en robe de créateur marchaient par-dessus elle comme si elle faisait partie du mobilier. Elle avait traversé 2 fausses couches, une pneumonie qui avait failli la tuer et la lente mort de tous ses rêves personnels, pour que Léo ait un toit et de la nourriture. Nous sommes bénis, lui répétait-elle chaque soir, la voix douce, fatiguée, entre foi et déni. Monsieur Kensington nous laisse vivre ici. Il paie tes livres. N'oublie jamais ça. Léo n'argumentait jamais avec elle. Mais il n'oubliait jamais le regard des enfants Kensington lorsqu'il le traversait, comme s'il était fait de verre ou d'air. Il n'oublia jamais quand Arthur Kensington III avait licencié un jardinier pour avoir croisé son regard lors d'un appel d'affaires. Il n'oublia jamais l'affiche à l'entrée des services: le personnel doit utiliser l'accès arrière. Présence visible sur les terrains principaux interdite pendant les heures familiales. Le domaine Kensington s'étendait sur 47 acres de perfection paysagée, avec jardins dessinés par des paysagistes célèbres, fontaines importées d'Italie, labyrinthe végétal présenté dans plusieurs magazines d'architecture, cours de tennis, héliport, piscine en forme de blason familial, garage de 12 voitures plus chères que la plupart des maisons et cave à 20 contenant des bouteilles plus vieilles que la grand-mère de Léo si elle avait vécu. Léo connaissait chaque recoin, non parce qu'on le lui permettait, mais parce qu'il observait depuis les marges, depuis la petite fenêtre du cottage, derrière les buissons, depuis les couloirs de service lorsqu'il apportait le déjeuner oublié de sa mère. Il connaissait les angles morts des caméras,
les portes restaient ouvertes lors des changements de service, les pauses du chef de la sécurité. Connaître ces détails lui donnait un semblant de pouvoir dans un monde qui lui rappelait constamment qu'il n'avait aucun droit. Mais depuis 3 mois, Léo observait pour une autre raison. Eleanor Kensington avait donné naissance à un garçon, Julian Arthur Kensington IV, héritier d'une dynastie bâtie sur des brevets technologiques et des acquisitions pharmaceutiques. Il avait tout, soins, nutrition, protection. Et pourtant, Léo ressentait un étrange lien pour ce bébé fragile, innocent et inconscient du poids de sa couronne. 2 garçons, 2 prisons, même domaine. Un mardi après-midi, Léo remarqua la plante. Une livraison. Une plante magnifique de 2 pieds, feuilles vert foncé à l'éclat presque huileux, fleurs en cloche blanche veinées de violet, pot emballée dans un ruban doré. Mais quelque chose clochait. Le jardinier, en la manipulant, laissait un résidu collant jaune sur ses gants. Léo reconnut immédiatement la plante. La voix de sa grand-mère lui revint, le travail le plus beau du diable est toujours enveloppé dans la beauté. Apprends à voir le danger sous l'apparence. Léo hésita, mais il n'avait pas voix au chapitre. Il rentra chez lui, inconscient que ce choix allait presque coûter la vie d'un bébé 3 jours plus tard. Au coucher du soleil, les sirènes retentirent. 3 ambulances, des SUV noirs, 2 hélicoptères. Sa mère partit aider le bébé. Léo resta à observer la maison éclairée, les blouses blanches courant dans tous les sens, et une pensée obsédante revenait, la plante. À travers la fenêtre de la nurserie, le chaos régnait. Julian, petit Julian, était d'un gris bleu inquiétant, avec une éruption se répandant sur sa peau. Les tubes, les moniteurs, tout criait urgence. Les médecins, les plus grands spécialistes du monde, tentaient désespérément de le sauver. Et Léo savait. La suite va tout changer, non seulement pour lui, mais pour toute la famille Kensington. Avec des connaissances acquises pendant des décennies et coûtant des millions de dollars, 18 experts étaient incapables de trouver une réponse. Léo pouvait les voir à travers la fenêtre, en train de débattre. Le docteur Voss gesticulait devant un graphique tandis que le docteur Sterling secouait la tête. Le docteur Tanaka, bras croisés, semblait troublé. Un jeune médecin, dont Léo ignorait le nom, réalisait encore un test sanguin tandis qu'une infirmière changeait une nouvelle perfusion. Ils étaient perdus. Léo le voyait dans leur langage corporel, la confiance s'effritant au fil des heures. Ces titans de la médecine, ces dieux de l'art de guérir, se tenaient dans une nurserie de 40 millions de dollars avec toutes les ressources possibles, et ils ignoraient pourquoi un bébé de 3 mois mourait devant eux. Arthur Kensington, le milliardaire qui dominait les conseils d'administration et écrasait ses concurrents, serrait la main de sa femme avec une désespérance blanche étendue. Eleanor Kensington n'avait pas cessé de pleurer pendant des heures, sa robe de créateur froissée, son maquillage parfait détruit, sa prestance sociale réduite en 1000 morceaux sur le marbre italien. Leur bébé mourait, et tout leur argent ne pouvait rien y changer. Léo savait quelque chose qu'eux ignoraient. La plante était toujours là, sur le rebord de la fenêtre, ses fleurs en cloche pâle sous les lumières médicales, ses feuilles sombres luisantes d'une huile mortelle. Les médecins passaient à côté sans la remarquer, ajustant leur matériel autour, déposant café, tablettes et charts comme si elles n'existaient pas. Comme le lui avait appris sa grand-mère à Kingston, qui lui avait montré le « trompette du diable digitalis » pour les médecins dont les feuilles peuvent ralentir le cœur d'un adulte et empoisonner un bébé rien qu'en respirant l'air autour. Léo comprenait avec horreur ce qui arrivait à Julian. Les médecins cherchaient à l'intérieur du bébé, scannant son sang, ses organes, son ADN, ils regardaient au mauvais endroit. L'ennemi était à 3 pieds du berceau, enveloppé d'un nœud doré, joli comme une image et mortel comme une vipère. Léo savait la vérité, mais agir allait tout lui coûter. Les heures passaient lentement. Les médecins se préparaient à une chirurgie qui allait tuer Julian. Léo pensa à sa mère, à tout ce qu'elle perdrait, à sa propre vie, il pouvait partir, rester invisible, continuer sa vie. Mais l'héritage de sa grand-mère, ce savoir ancestral sur les plantes et la guérison, était la seule chose capable de sauver Julian, et lui seul le possédait. Le cœur battant, Léo se leva, sortit de l'ombre et courut vers le manoir, ignorant la sécurité, les médecins et Arthur Kensington lui-même. Il entra par la porte du service, traversa la cuisine et gravit les escaliers secrets qu'il connaissait. Les gardes tentaient de l'arrêter,
mais il esquiva, frappa, se faufila jusqu'à la nurserie. La porte était close, mais il l'ouvrit avec force, 18 têtes se tournèrent, 18 visages stupéfaits. L'air sentait l'antiseptique, la peur, et ce parfum doux et pourri de poison, la plante saturait la pièce depuis des jours. Julian était à bout, sa peau grise, son torse couvert d'urticaire, sa vie comptait en minutes. Arthur ordonna aux gardes de le sortir, mais Léo cria, « C'est la plante. Digitalis. Poison. » Les gardes l'ignoraient. Alors, utilisant ses connaissances ancestrales, Léo attrapa le bébé, mélangea du charbon actif avec de l'eau, et commença à le soigner comme sa grand-mère l'avait fait avec des enfants malades à Kingston. Julian ouvrit les yeux, vitres et flous, mais vivants. Léo murmura, « Je suis désolé, je fais juste ce que je peux pour t'aider. » Le chaos éclata. C'était le moment de vérité. Tout ce que Léo avait risqué, sa maison, le travail de sa mère, sa liberté, dépendait des prochaines secondes. Si vous n'êtes pas abonné, vous risquez de manquer le dénouement de cette histoire incroyable. Abonnez-vous maintenant. Léo réussit à faire passer le mélange de charbon actif dans la bouche de Julian juste au moment où les gardes l'atteignaient. Des mains l'empoignèrent de toutes parts, rugueuses et en colère, sans aucune douceur. Il sentit son bras se tordre douloureusement dans son dos, ses genoux heurter le sol en marbre et le bébé lui être arraché des mains. « Non » hurla Léo. « Ne lui essuyez pas la bouche. Ne le faites pas vomir. » Le charbon avait besoin de temps pour agir. 5 minutes, juste 5 minutes. Mais personne n'écoutait. Arthur Kensington tenait son fils dans ses bras, le visage tordu de colère et de terreur. Les médecins s'affairaient, vérifiant les signes vitaux de Julian et examinant les résidus noirs autour de sa petite bouche. Eleanor Kensington s'était effondrée contre l'encadrement de la porte, sanglotant si fort que tout son corps tremblait. « Qu'est-ce que vous lui avez donné ?» demanda le docteur Sterling en agrippant Léo par le col. « Vous lui avez mis quoi dans la bouche ? Du charbon actif ?» Léo haleta. Le genou du garde appuyait maintenant sur son dos, le plaquant contre le sol froid. « Juste du charbon. Ce n'est pas dangereux. Il absorbe les toxines. Ma grand-mère en utilisait. » « Votre grand-mère ?» La voix du docteur Sterling suintait le mépris. « Vous avez attaqué un nourrisson en état critique sur les conseils de votre grand-mère ? » La plante, dit désespérément Léo. Testez juste la plante. Celle sur le rebord de la fenêtre de la nurserie. C'est une variété de digitalis. Les huiles sont des glycosides cardiaques. Elles le poisonnent depuis des jours par contact et inhalation. Le charbon aidera à allier ce qui est déjà dans son système, mais il faut retirer cette plante ou il continuera à s'aggraver. S'il vous plaît, testez la plante. Personne ne bougea. Puis, un changement de couleur apparut. C'était le docteur Tanaka, la plus proche d'Arthur Kensington et de Julian. Sa voix scientifique perça le chaos. « Quoi ?» demanda Arthur. « Sa couleur » répéta docteur Tanaka lentement. Les niveaux d'oxygène augmentent. Le silence tomba sur la pièce. Léo ne voyait pas Julian depuis le sol, mais il vit les visages des médecins se transformer, le choc remplaça le scepticisme, la confusion remplaça le mépris. « C'est impossible », dit Dr Sterling. « Le charbon actif ne peut agir aussi vite. » Mais le docteur Tanaka avait déjà sorti un moniteur portable et le posait sur la petite poitrine de Julian, rythme sinusal normal, tension en hausse. « Le rash !» murmura Eleanor Kensington. Les plaques rouges disparaissaient. Le poison qui étranglait Julian était neutralisé par la simple poudre noire que la grand-mère de Léo gardait dans sa cuisine. Arthur Kensington murmura, « Lâchez-le !» Le genou du garde se relâcha et Léo, toujours à genoux, observa Julian, ses yeux clairs semblaient le reconnaître. « Testez la plante », répéta Léo d'une voix basse. 2 minutes plus tard, Dr Sterling cria depuis la nurserie, « Équipe de décontamination. » Et appelez le centre antipoison pour la digitalis. Léo ferma les yeux. C'était fini. Julian allait vivre. Les 6 heures suivantes furent un brouillard de lumière fluorescente et de voix feutrées. Léo, assis dans le couloir, voyait Julian dormir paisiblement dans son berceau. Sa peau était revenue à un brun chaud,
ses signes vitaux montaient heure après heure. Le docteur Tanaka fut la première à s'excuser, « Je me suis trompée. Nous nous sommes tous trompés. Vous avez sauvé la vie de cet enfant. » Léo murmura un remerciement. Avant l'aube, une équipe de sécurité privée et des experts en criminalistique arrivèrent pour enquêter. La plante fut scellée et analysée. Les traces de poison furent retrouvées partout, sur les gants du jardinier, le rebord de la fenêtre, le mobile. Les enquêteurs retracèrent la plante jusqu'à un laboratoire privé, financé par Marcus Webb, l'ancien partenaire d'Arthur, qui voulait tuer Julian par vengeance professionnelle. Léo resta silencieux tandis qu'Arthur exposait la trahison. Mais malgré tout, il reconnut la valeur du garçon qui avait sauvé son fils. Ma grand-mère m'a appris à observer les plantes, à voir l'évidence que les riches médecins manquent. Léo avait vu ce que personne d'autre n'avait vu. Un an plus tard, Léo inaugurait le Miriam Carter Wellness Center, nommé d'après sa grand-mère. Des jardins médicinaux remplis de plantes guérisseuses lavande, camomille, échania et une serre de spécimens toxiques pour former la nouvelle génération de médecins. Grace, sa mère, était devenue directrice du centre et bénéficiait désormais de sécurité et reconnaissance. Julian, maintenant âgé de 14 mois, était en parfaite santé. Arthur et Eleanor Kensington assistaient à l'inauguration, fiers et humbles. Léo, autrefois invisible, était devenu un héros respecté et reconnu. Marcus Webb fut arrêté et son empire détruit. La gratitude et l'apprentissage de Léo avaient transformé non seulement sa vie mais celle de toute la communauté. Un mentor, peut-être un croyant. « Merci à tous d'être venus », dit Arthur dans le micro, sa voix résonnant dans les jardins. « Il y a un an, j'ai failli perdre mon fils. J'avais toutes les ressources du monde, argent, contacts, les meilleurs médecins, et pourtant rien n'a suffi. J'étais impuissant, désespéré, regardant mon enfant mourir alors que les experts que j'avais payés des millions de dollars ne pouvaient me dire pourquoi. » Il fit une pause, et Léo le vit regarder vers le cottage où lui et sa mère avaient vécu si longtemps. Le cottage existait toujours, mais avait été rénové et modernisé pour accueillir des chercheurs en visite. Les Carter avaient emménagé dans une vraie maison sur la propriété, avec des chambres pour chacun, un jardin où Grace cultivait des légumes, et une porte principale donnant sur l'allée principale. « Et puis, un garçon de 14 ans a pénétré dans ma maison, » continua Arthur. « Il a dépassé mes gardes et sauvé la vie de mon fils grâce à un savoir que l'école de médecine n'enseigne pas, un savoir transmis de génération en génération, que j'avais appris à considérer comme superstition ou folklore. » Sa voix se brisa légèrement. « C'était moi qui ne savais pas mieux. J'avais construit des murs si hauts que je ne voyais pas la sagesse juste devant moi. Léo Carter m'a appris que l'expertise prend plusieurs formes et que parfois ceux qu'on néglige voient le plus clairement. J'ai bâti un empire, mais c'est un garçon pauvre qui m'a montré ce qui compte vraiment. » Léo monta sur le podium, les mains tremblantes. Il avait répété son discours des dizaines de fois, devant le miroir, devant sa mère, devant le berceau de Julian, tandis que le bébé riait à ses pas nerveux. Mais debout ici, face à la foule, les mots sur ses fiches semblaient faux, trop parfaits, trop polissés, pas lui. Alors il mit les fiches de côté et parla avec son cœur. Ma grand-mère s'appelait Miriam Carter, née à Kingston, en Jamaïque, dans une maison sans eau courante et au sol en terre battue. Elle n'a jamais appris à lire et n'est jamais allée à l'école au-delà de la 4e année. Selon tous les critères du monde, elle ne valait rien. Mais elle a sauvé plus de vies que beaucoup de médecins. Elle accouchait les femmes qui ne pouvaient se payer un hôpital, soignait les fièvres avec des herbes quand il n'y avait pas d'argent pour des médicaments, accompagnait les mourants avec dignité. Elle connaissait les plantes, le corps, la guérison, un savoir transmis de mère en fille depuis des générations qui ont survécu seules. Sa voix se fit plus ferme, la nervosité laissant place à la fierté et au but. Elle me disait que notre savoir était notre héritage. Pas l'argent, pas la terre, pas les diplômes, juste ce qu'elle mettait dans ma tête et ce que je transmettrai un jour à mes enfants. Le savoir vaut plus que l'or, car personne ne peut vous l'enlever. Il se souvint de la nuit où il avait pénétré dans le manoir, du terror et de la prière désespérée pour ne pas se tromper. J'ai longtemps eu honte de cet héritage. Je voulais être moderne, sophistiquée, m'intégrer dans un monde qui méprisait ma grand-mère et son savoir, l'appelant superstition. Je pensais que si j'étais assez intelligent,
assez éduqué, je pourrais échapper à mes origines. Mais j'avais tort. Mes racines ne sont pas à fuir, elles sont à construire dessus. Le savoir de ma grand-mère a sauvé un bébé quand 18 médecins diplômés n'ont rien pu faire. Ce n'est pas malgré mon passé, c'est grâce à lui. Léo regarda la foule, des enfants noirs et bruns vêtus de vêtements d'occasion, marchant chaque jour devant des manoirs qu'ils n'entreraient jamais. Ils le regardaient avec quelque chose dans les yeux, espoir ou reconnaissance. Je sais ce que c'est de se sentir invisible, de croire que la pauvreté vous rend rien. Mais les différences, votre culture, le savoir familial, les leçons de vos grands-mères, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des forces. Des perspectives que le monde a besoin. Des savoirs transmis par ceux qui ont survécu malgré tout. Il désigna le centre de bien-être derrière lui. Ce bâtiment existe parce qu'un garçon d'un cottage savait quelque chose que 18 médecins ignoraient. Ici, chaque savoir sera valorisé, celui des remèdes de grand-mère et celui du chirurgien, où l'on écoute les patients, où personne n'est invisible. Léo respira profondément. Et guérir, ce n'est pas seulement réparer le corps. C'est voir la personne entière, son histoire, son environnement, sa communauté, son âme. C'est traiter chacun avec dignité, qu'il soit milliardaire ou employé de maison. Puis il sourit, un vrai sourire, libre et joyeux. Je m'appelle Léo Carter. Je suis le fils de la domestique et je vais passer ma vie à faire en sorte que personne comme moi ne se sente jamais invisible. C'est mon héritage, celui de ma grand-mère Myriam. Et si vous avez lu jusqu'ici, c'est aussi le vôtre. Abonnez-vous et partagez ce message. Construisons un monde où chaque voix compte. L'applaudissement monta, et Julian Kensington, le bébé, fit ce qui fit taire toute la foule. Il se détacha des bras de sa mère, marcha jusqu'à Léo et dit son premier vrai mot, le lit. Léo le prit dans ses bras, le cœur rempli de vie et d'espoir. Ce n'était pas le bâtiment ou la maison qui importait, mais cette vie sauvée, ce lien créé entre deux mondes. Léo regarda sa mère, Arthur Kensington, et la foule, et pensa à sa grand-mère qui le regardait depuis l'au-delà. « Merci, grand-mère, pensa-t-il. J'ai tenu ma promesse. » Julian tapa joyeusement sur son visage, et Léo rit, libre et heureux. Il n'était plus le garçon dans l'ombre. Il était Léo Carter, guérisseur, enseignant, bâtisseur de ponts, petit-fils de sa grand-mère, et son histoire ne faisait que commencer.